Bonsoir à tous. Nous recevons dans le cadre de cette émission sur Sika Raymond Ndongsima, ancien Premier ministre d'Ali Bongo. Il a décidé non seulement de partir du gouvernement, mais aussi de claquer la porte au Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Avec lui, nous allons nous entretenir sur ces deux sujets majeurs, mais aussi sur ce livre qu'il a publié très récemment, où justement il fait une autopsie de la gestion des finances publiques sous l'ère Ali Bongo Ondimba. Monsieur Ndongsima, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de claquer la porte au Parti démocratique gabonais, vous invoquez un certain nombre de raisons. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur les principales qui vous ont conduit à partir du Parti démocratique gabonais? Quand vous regardez ma lettre de démission que j'ai publiée, j'ai fait une argumentation qui est graduelle. Je suis parti des éléments du fonctionnement de la fédération à laquelle j'appartenais pour arriver à des questions beaucoup plus générales qui sont de toute façon beaucoup plus importantes que les questions concernant ma seule fédération. En gros, je suis parti parce que je considère que je ne suis pas en phase, je n'étais plus en phase avec les orientations du parti, ou plus exactement avec la pratique à l'intérieur du parti. Et je considérais que mes points de vue n'avaient aucune chance d'être pris en compte, donc il valait mieux dans ce cas-là en tirer la leçon et partir. Pourquoi vous en allez au moment où on vous attend pour combattre? Vous êtes quand même insensé pour parler de vos activités sportives. Je crois que une formation politique, c'est un lieu où on consolide les énergies et les capacités. Je ne crois pas que ce soit un lieu qui soit destiné à organiser les bagarres intestines. Je crois que toutes les formations politiques se constituent pour atteindre des objectifs, et les objectifs, en général, on les poursuit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on réunit les forces et on les met ensemble pour atteindre un objectif devant. Or, si la pratique dans le parti devient, comme vous dites, les coups de coude, alors on perd beaucoup plus de temps à se protéger de ces coups de coude qu'à produire intellectuellement et en pratique quelque chose qui est utile pour l'avenir du parti et pour le pays tout entier. Alors c'est un choix. Vous démissionnez du Parti démocratique gabonais, comme vous avez démissionné de l'UGDD, l'Union pour la démocratie et le développement, oui, et qui est votre ancien parti politique. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre trajectoire politique? D'abord que je suis un homme libre, que je n'ai pas d'engagement indéterminé. Je m'engage sous certaines conditions. Quand ces conditions ne sont pas réunies, je me retire. Ça, c'est la principale chose. La seconde, puisque vous me donnez l'occasion d'en parler, c'est que j'ai fait 4 mois à l'UGDD. Et je suis toujours intéressé quand les gens me rappellent ce passage à l'UGDD. Je viens de passer 4 ans au PDG et je n'ai fait que 4 mois à l'UGDD. Donc, il est bon que ce rappel temporel soit fait pour que chacun... On peut dire que vous êtes un insatisfait politique ou un instable? Non, ni l'un ni l'autre. Je suis allé à l'UGDD, je m'étais organisé pour être candidat aux élections de 2006 de façon tout à fait indépendante. L'UGDD à l'époque était en train de se constituer. J'ai été approché pour me joindre à une force qui se constituait. J'ai accepté de le faire. Je n'en étais pas satisfait au sortir de l'élection. J'ai rendu la copie et je suis parti. Je crois que je répète, un citoyen doit d'abord être libre. Il ne s'agit pas de rester dans quelque chose qui est un carcan dans lequel on s'enferme et dans lequel on va agir contre ses convictions. On agit avec des convictions. Et j'estime que quand je ne suis plus en phase avec quelque chose, je m'en retire. À peine sorti du gouvernement, vous avez tout de suite publié un ouvrage dont le titre, je vais le rappeler, « Quel renouveau pour le Gabon ». Vous n'avez pas été tendre du tout sur la gestion même du pouvoir actuel des finances publiques. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la gestion actuelle, en très peu de mots? Je voudrais rappeler que ce n'est pas une question de tendresse ou pas. Un diagnostic se doit d'être le plus rigoureux possible. Qu'est-ce qu'un diagnostic? C'est un exercice où on essaie de savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et si on fait un diagnostic complaisant, la chance de trouver une solution au problème qui est posé est quasiment infime.
Donc, d'abord, j'ai fait un diagnostic et je l'ai fait de façon non complaisante. Vous remarquerez que je n'ai pas fait un diagnostic portant sur des individus. J'ai analysé le système. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est que nous avons un état de droit qui ne fonctionne pas. L'état de droit, c'est la mise en œuvre de ce qui a été convenu entre les citoyens d'un pays. Lorsque les règles qui ont été convenues ne sont pas respectées, eh bien, on est en déphasage. Et ce déphasage peut avoir des conséquences très importantes sur la façon dont on atteint ou dont on poursuit les résultats qu'on cherche à obtenir. Ça, c'est un. De deux, nous avons des questions, nous avons un problème majeur en ce qui concerne la taille de l'État. Et je l'explique dans le livre. C'est une question qui va au-delà du mandat du président actuel. La taille de l'État, elle n'a cessé de grossir depuis 1960. Vous admettez avec moi qu'en 1960, ce n'est pas le président actuel qui était là. Absolument. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. Donc ça, c'est une critique qui va bien au-delà du président actuel. Nous avons un État qui grandit et qui grossit. Mais la taille de l'État a une incidence sur les charges financières, puisque la taille de l'État implique des charges récurrentes en termes d'entretien des bâtiments, paiement des fonctionnaires, etc., etc. Je crois qu'il est essentiel qu'on se pose la question de cette taille de l'État. Et on ne sait pas poser cette taille. Nous nous retrouvons avec des doublons, des triplons, des choses qui font que l'État est de plus en plus lourd et n'est pas adapté pour accompagner l'appareil économique dans sa quête de l'efficacité. Alors pourquoi attendre votre sortie du gouvernement pour faire cette autopsie? Vous aviez tous les leviers possibles pour pouvoir faire ce travail, Monsieur le Premier ministre. On voit bien que vous ne m'avez pas suivi pendant les 2 ans que je suis resté Premier ministre. Je n'ai pas attendu d'être parti pour soulever ces questions. Je vous rappelle que lorsque je suis arrivé à la fonction de Premier ministre, j'ai mis en route le grand chantier de la régularisation des situations administratives, qui était le premier maillon d'une chaîne composée, d'une chaîne de 4 éléments. Vous avez fait votre travail, Monsieur le Premier ministre? Non, pas du tout. D'autres personnes étaient là avant moi. Ce n'est pas ça la question. La question c'est, il y a un ordre logique dans lequel on résout les problèmes. Quand vous allez, moi j'ai fait de la restructuration d'entreprise plusieurs fois. La première ressource qu'on touche dans une entreprise, c'est la ressource humaine. Régulariser les situations administratives, mettre les fonctionnaires en phase avec leur statut, c'est une première opération de remise en ordre de la machine administrative. Passer à l'étape suivante qui consiste à donner des promotions aux gens sur la base du mérite et non pas sur la base d'un engagement militant, c'est la seconde étape. Exiger par la suite de ces fonctionnaires qu'ils aient du rendement et de la productivité et de la qualité, c'est une troisième étape qui permet d'accompagner les entreprises et tous les investisseurs qui arrivent parce qu'ils trouvent en face d'eux une administration opérationnelle. Ce n'est pas une opération comme ça qui consiste seulement à faire son travail. Elle répond à une logique de restructuration de l'État. Vous avez dit la main qui vous nourrit, la main qui est plus forte. Je paraphrase, qui est plus forte. Embrassez-la tendrement en priant Dieu de la briser. Est-ce qu'on parle de la main d'Ali? Est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'une félonie? Non, je crois que vous êtes totalement à côté. D'abord, je rappelle que c'est un dicton ou un proverbe qui est courant dans la littérature arabo-musulmane. Et le terme exact, c'est « embrasse la main que tu ne peux pas couper et demande à Dieu de la briser pour toi ». Ça ne veut pas dire que... autant que je sache, ce proverbe a été fait avant que M. Ali Bongo ne soit président de la République gabonaise. Ce que dit ce terme, cette expression dit quoi? Elle dit, lorsqu'on est devant une situation contre laquelle on ne peut rien, ben, il faut savoir composer avec elle. Quelle situation? Mais si vous avez des situations qui sont intenables ou bien qui sont difficiles à résoudre... Celle que vous avez écrite en 2009, vous préférez rester en réserve, vous préférez ne pas faire de la politique, faire vos affaires parce que Ali Bongo pour vous, dans votre livre vous l'avez dit, Ali Bongo pour vous a tout pour pouvoir devenir président de la République, ça ne sert à rien. Et pourtant, vous avez été pendant 24 mois son Premier ministre. Non seulement pendant 24 mois son Premier ministre, mais j'ai été pendant 2 ans et demi avant ça son ministre. Non, il faut restituer les choses dans leur contexte. Vous voyez, chaque fois qu'on fait une citation et qu'on la prend comme vous la faites, resituez-les dans leur contexte. Mon livre est organisé en 3 parties. Les 2 premières parties traitent de l'environnement général dans lequel les élections de 2009 se sont tenues, et ensuite des conditions dans lesquelles moi je me suis engagé dans ces élections. Voulez-vous que je vous rappelle 2 choses? D'abord, en 2009, ce que j'ai dit, c'est que
de mon point de vue, Ali Bongo avait les atouts pour accéder au pouvoir, d'une façon ou d'une autre. Il y avait beaucoup de gens qui étaient redevables à son père, et c'était des gens qui naturellement seraient portés à le soutenir. C'est un fait, on ne peut pas le nier, parce que beaucoup de gens avaient été à l'intérieur du Gabon comme à l'extérieur du Gabon, avaient bénéficié des aides, des soutiens de Omar Bongo. Donc, dans une bagarre qui s'est déclenchée sur le terrain politique, les gens que Omar Bongo avait aidés étaient reconnaissants, avaient une dette vis-à-vis de son fils. Ça lui donnait un avantage. Il en avait un autre, au moins. Il avait l'avantage, en 2009, d'avoir été pendant 10 ans ministre de la Défense. Donc quelqu'un qui connaissait des problèmes, qui avait une somme d'informations qui lui donnait un avantage considérable sur la plupart des autres candidats qui étaient là. Et on peut continuer la litanie, la liste des avantages dont il disposait. Mais pour autant, je ne suis pas allé, moi, à la bagarre de 2009, parce que j'estimais que je n'avais rien à faire dans cette bataille. Alors vous êtes prêt à aller à la bagarre de 2016? On verra bien. Ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que nous sommes à un an, monsieur le Premier. Même si c'est à un an, je répète et je le dis avec insistance. Les élections de 2016 n'ont rien à voir avec les élections de 2009. Les élections de 2016, elles vont avoir lieu, nous l'espérons tous, dans un contexte qui va être précédé par une campagne au cours de laquelle les uns et les autres vont s'expliquer sur la situation du pays, sur les objectifs qui ont été atteints et non atteints, sur les ambitions que nous avons pour le futur. Ça veut dire que la bataille de 2016 sera et devra être d'abord une bataille de projet. Ensuite, ce sera une bataille d'individus, c'est-à-dire d'appareils de partis ou d'appareils de groupes. Mais aujourd'hui, se précipiter dans la bataille de 2016 sur des individus en disant « moi je suis candidat », mais candidat pour faire quoi et pour dire quoi? Je crois, et j'ai donné un exemple la dernière fois, j'ai traduit cette pensée-là par un exemple que j'ai donné. Vous voyez, nous sommes dans des pays de pluie et de forte pluie. Nous avons un bourbier. Si nous avons un bourbier à franchir, quelle est la priorité devant un bourbier? De savoir quelle est la personne qui va conduire le véhicule qui va permettre de traverser le bourbier, ou bien d'abord de se mettre d'accord sur la nature du véhicule qui va passer. Parce que si le bourbier est déjà très important, et que vous engagez un petit pick-up 4x4, mais son bas de caisse va se poser par terre, il ne traversera jamais le bourbier. Donc, sondons le bourbier, c'est ça le diagnostic. Regardons la longueur de ce bourbier. Que vous avez fait dans votre livre. C'est une contribution, il y en a d'autres qui viendront, je suis sûr, d'autres personnes. Mais mettons-nous d'accord sur la nature, sur la réalité de la situation du Gabon, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur beaucoup de plans, et déterminons ensemble ou mettons en place des projets qui montrent quelles sont les voies que l'on peut emprunter pour arriver à un meilleur résultat. Je note que c'est... Ensuite, on décidera de qui est candidat et qui n'est pas candidat. Ah bon, vous préférez passer par là, donc ça veut dire que vous êtes pour cette concertation de l'opposition pour donner la possibilité justement de sortir un joker qui va affronter Ali, ou bien vous êtes dans l'expression de la pluralité d'opinions, de l'engagement de tout le monde? Je viens de dire clairement que je ne suis pas favorable à une course maintenant à la candidature aux élections de 2016. Je crois que la priorité est à la définition de projets, et les projets affrontent d'autres projets. Vous en avez déjà? On verra bien. Ah, celui-ci... Je pense que mon livre est une contribution majeure. Ah, donc c'est un avant-goût. Alors, peut-être. Je précise, enfin je veux dire avec votre permission, que ce livre, cet ouvrage, est un avant-goût de votre projet de société. Donc je note que vous êtes candidat. Non, ce n'est pas ça du tout. De 2007. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit il y a des contributions, et j'ai dit qu'il y en avait dans beaucoup de domaines, dans le domaine économique, social, culturel, politique, etc. Qu'il y aura d'autres contributions, et j'espère que ces contributions vont nous amener à avoir le meilleur projet possible. Moi, je considère que mon livre sera une contribution à une partie du projet. D'autres personnes feront d'autres contributions aux autres parties, et on verra bien à l'horizon quelle est
le meilleur projet que nous pouvons porter pour le futur. Vous intégrez le grand groupe de l'opposition actuelle, c'est-à-dire le front de l'opposition. Je n'intègre aucun groupe à l'heure actuelle. Mais dans quel cadre allez-vous regarder tous ces projets? Je répète ce que je viens de dire. Le front est en train de se battre pour déterminer qui est candidat. Ça vous intéresse? Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense que je suis en train de proposer une autre voie, qui est de dire, travaillons tous les uns et les autres à des projets. Tout le monde aura un projet. Donc une autre opposition, un autre front. Je ne parle pas d'autre front, une autre façon de voir le problème. Dans tous les pays du monde, les pays européens que nous prenons en exemple, les États-Unis d'Amérique que nous prenons en exemple, est-ce que c'est la candidature d'un individu qui est en avant ou bien ce sont des projets qui sont en avant? Quand vous regardez la France, puisque c'est souvent l'exemple que nous prenons ici, mais vous avez le Parti Socialiste, c'est un projet. La majorité, enfin l'UMP qui est devenu le Parti Républicain a un projet, les uns et les autres ont des projets. En Angleterre, en Italie, partout, vous avez des projets qui sont faits, qui renvoient à un schéma de développement, à un schéma d'activité économique, sociale, politique. Et je crois que c'est seulement au terme de ces projets qu'on parvient à offrir à la population un choix qu'elle doit faire sur tel modèle plutôt que tel autre. Je crois que c'est ça. Et la personne qui représente ce choix ne fait que porter le choix qui sous-tend le projet que les gens ont présenté ou préparé. C'est ça, normalement, une élection. Et non pas quelque chose où on commence à se dire « c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, et puis moi je suis le candidat ». Mais candidat pour faire quoi? Pour recevoir un chèque en blanc et ensuite pour que tout le monde commence à se plaindre en disant « mais on ne vous avait pas dit de faire ça ». Mais il dira « mais vous m'avez dit de dire quoi ?» Monsieur Raymond Ndongsima, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Sika TV. C'est moi. Alors c'était donc l'entretien que nous avons eu avec Monsieur Raymond Ndongsima. Vous l'avez suivi avec la plus grande attention sur ses aspirations pour le Gabon, sur le livre qu'il a écrit et qui décrit